On ne peut pas ne pas être touché par le drame de la famille Carrier, mais les événements suscitent quand même des questions sur le mode de fonctionnement des organismes qui envoient des volontaires un peu partout dans le monde. Est-il temps de resserrer les règles du jeu? J'accueille François Audet, il est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire de l'UQAM. Bonsoir, Monsieur Audet. Bonsoir. Alors, on vient de les voir, les Carrier, ils voulaient faire du bien, ils étaient là pour aider les gens, mais ce sont des bénévoles humanitaires. Alors, quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font exactement, ces bénévoles? Bon, mais écoutez, il y a différentes catégories de travailleurs internationaux, de coopérants. Et ces catégories-là dépendent du type de secteur dans lequel ils vont travailler. Donc, le plus facile à comprendre, c'est probablement celui du secteur de l'humanitaire à proprement parler. L'humanitaire, on l'associe à l'urgence. Donc, on l'en met d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit, ou dans des situations d'insécurité, justement, comme le Burkina nous aurait été révélé cette semaine, si vous voulez. Et on a la dimension dans les endroits plus stables, où là, on parle de coopération technique, où on envoie généralement des techniciens, des professionnels qui vont soutenir des organisations locales. C'était le cas de ces gens-là, dans cette organisation-là, qui depuis plusieurs années travaillaient justement avec certains groupes communautaires de la place. Le Burkina a changé. L'Afrique de l'Ouest a changé, comme vous le savez. Pas seulement l'Afrique de l'Ouest, là, une grande partie du monde. Enfin, une grande partie du monde, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, mais l'Afrique de l'Ouest particulièrement, parce que des pays comme le Mali, le Burkina Faso n'étaient pas connus, n'avaient pas de passé nécessairement très violent, étaient même au contraire très stables. C'est un peu des oasis où la coopération était facile, et c'était d'ailleurs pour ça que des organisations comme celle-là et d'autres se sont multipliées, parce que les projets de coopération pour justement des gens qui ont moins d'expérience étaient possibles. Mais est-ce que ces gens-là sont bien conscients des risques et des dangers que représente parfois le travail humanitaire? Est-ce qu'ils sont formés pour aller dans ce genre de globalement, on peut dire qu'au Canada, les organisations de coopération ne sont pas suffisamment formées ou n'ont pas suffisamment de capacité pour encadrer les professionnels qu'ils envoient à l'étranger. Et là, je généralise quand même beaucoup. Il y a évidemment d'excellentes organisations qui font un travail très professionnel, qui anticipent les risques et les diminuent. Le risque zéro n'existant pas, comme on le sait, mais au moins, on essaie de les anticiper. On peut, par exemple, évacuer, on peut rapatrier son personnel en capitale, leur demander de rester chez eux, etc. Donc, il y a des pratiques... On parle des grandes organisations, ou des organisations même plus petites, mais qui ont ces protocoles et ces pratiques de sécurité-là, ou qui sont habituées de gérer dans des contextes d'insécurité. Pour une organisation qui avait coutume, par exemple, sur le long terme, comme c'est le cas au Burkina ou au Mali, d'être dans un contexte relativement stable, évidemment, depuis les 2-3 dernières années, le contexte a changé. L'influence des radicaux islamistes s'est fait sentir, même localement. On voit, par exemple, du personnel local qui, tout d'un coup, ne serre plus la main aux femmes, n'adresse plus la parole à certains représentants parce que, justement, ces représentants-là sont des Occidentaux et les Occidentaux, aujourd'hui, dans ces secteurs-là, représentent l'ennemi, représentent l'envahisseur. Alors, clairement, du jour au lendemain, ou en dedans de quelques mois ou quelques années, des gens qui avaient, je dirais, un accueil favorable sont aujourd'hui identifiés, évidemment, pas par tout le monde, mais par les radicaux comme étant, évidemment, des menaces potentielles ou étant des envahisseurs dans leur pays. De là, évidemment, malheureusement, le triste événement où ils ont évidemment ciblé un café, un hôtel qui était le lieu de rassemblement traditionnel des expatriés. Ils ne ciblaient pas spécifiquement les coopérants, mais ils se absolument pas. Mais justement, il y a certaines organisations qui disaient, nous, on avait prévenu nos coopérants de ne pas aller dans les endroits fréquentés par les Occidentaux. Eux, de toute évidence, n'avaient pas eu cette consigne. Donc, il y a des consignes différentes selon l'organisation pour laquelle on travaille. Et je vous dirais tristement que c'est quand même le gros bon sens. Quand on travaille à l'étranger dans un endroit où il y a un risque, effectivement, d'attaque, même aussi minime soit-il, les organisations qui vont justement encadrer leurs professionnels vont leur demander de ne pas fréquenter ces lieux-là. C'est la première consigne de base, parce que lorsqu'il y a une attaque, évidemment, c'est pas dans le petit boui-boui dans un coin de rue très éloigné du centre-ville, mais ça sera dans des hôtels qui représentent des symboles, par exemple, où justement, dans ce cas-là, l'armée française fréquentait régulièrement, où les coopérants se rencontrent, où les gens de la Banque mondiale vont se rencontrer. Alors, c'est un lieu d'une représentation qu'on va cibler, évidemment. Mais bien sûr, ça a été une surprise pour tout le monde, cet attentat. Mais qu'est-ce qu'il faudrait leur donner de plus comme formation pour aider, puisque vous dites qu'il y en a de plus en plus de ces gens qui vont dans des pays comme ceux-là? Deux choses. Je pense que, d'une part, les organisations qui évidemment, veulent continuer dans ces secteurs-là doivent modifier leurs pratiques. C'est déjà, évidemment, engagé pour la plupart d'entre elles, celles qui sont professionnelles, c'est-à-dire qu'ils ont déjà anticipé ce risque-là et qui gèrent leurs professionnels adéquatement. Et donc, ils doivent également continuer à renforcer leurs capacités. Puis là-dessus, le
gouvernement canadien, le gouvernement provincial notamment, doivent supporter les organisations. Ils n'ont pas beaucoup de ressources, on le sait, donc ça doit être supporté. Et l'autre chose aussi, c'est que les organisations qui ne sont pas capables d'anticiper ces risques-là, malheureusement, doivent aller ailleurs, doivent aller dans un endroit, dans un pays où les risques sont sont réduits et où la menace terroriste, notamment, n'est pas présente. Alors, il devrait y avoir, évidemment, une transformation dans les opérations et leurs pratiques sur le terrain. Donc, resserrer un peu les règles. Oui, exactement. Merci beaucoup, M. Audet. Ça me fait plaisir.